Tout le monde est assis. On va commencer si vous le souhaitez. Donc, merci, mesdames et messieurs, d'être présents ce soir. Merci d'avoir bravé le froid, il ne fait pas froid aujourd'hui. Donc, la salle est bien chauffée. Votre présence aujourd'hui me semble que nous prouver que nous sommes nombreux à être attachés à cette loi du 9 décembre 1905. Pour ma part, je ne doutais pas. Pour sa première sortie en public, je dois vous présenter le collectif laïque 32. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, ne cherchez pas un président, un secrétaire, un trésorier, il n'existe pas. Il n'y a pas. Par contre, c'est un rassemblement informel d'associations venant du monde associatif, syndical, mutualiste, culturel, philosophique. Ils ont tous un point commun, la défense de la laïcité. Le problème, à mes yeux, des laïcs, c'est leur silence ou leur colère individuelle. Ce collectif est là uniquement pour réunir ce qui était pas. Nous sommes également quelques-uns à nous inquiéter que certains, je dis certains, religieux, politiques, extrémistes, fanatiques, là c'est la totalité d'ailleurs, nous disent qu'il faut croire en une laïcité noire, blanche, jaune, positive, ouverte, fermée. Non. La laïcité n'a pas besoin d'objectif. C'est une idée universelle. La laïcité est un vocable généreux qui se suffit à lui-même. Un idéal précieux que nous devons tous défendre. Certes, si vous nous interrogez individuellement, vous verrez qu'il y a des différences d'appréciation. Mais c'est comme dans une vieille maison de 108 ans. On peut discuter de la couleur des volets à Romaine, mais on est tous d'accord pour dire que les murs ne doivent pas s'écrouler. Le chantier est vaste. Nous ne serons pas assez nombreux pour sauvegarder. Nous ne serons jamais assez nombreux pour sauvegarder l'édifice. Si d'autres ouvriers veulent se joindre à nous, ils seront les bienvenus. Mais attention, pas ceux qui veulent changer les murs porteurs pour en faire soi-disant un bâtiment à la mode. La laïcité, plus elle devient vieille, plus elle est moderne. Et plus on va s'en rendre compte qu'elle est indispensable pour vivre ensemble. J'avais prévu de donner la parole à toutes les associations qui ont souhaité participer à ce collectif. On m'a dit que ça allait prendre beaucoup de temps, donc je leur laisserai la parole après les intervenants. Donc je vais quand même les citer, parce que certains n'ont pas eu le courage, n'ont pas souhaité, pour diverses raisons, adhérer à ce collectif. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de président, il n'y a pas une association qui prend le dessus. Moi je suis neutre, moi je suis rien du tout ici. Je suis monsieur Glu qui ramasse tout le monde et qui les met ensemble, c'est tout. Donc, il y a les alternatives 32 qui ont répondu présent. Attaque 32, la CGT, le droit humain, la Fédération des conseils des parents d'élèves, FCPE, Europe Écologie, EFO, Franca, FSU, le Grand Orient, le 122, il faut dire ce que c'est une association de lecteurs. On s'extériorise même sur lecteurs. La Libre Pensée, Jean-Michel. La Maïf aussi, vous voyez, même une assurance qui a fait des positions. Il y a Mer 32. Alors Mer 32, c'est pas grand monde peut-être le connaît. C'est la mémoire de l'Espagne républicaine de résistance. C'est Tamara, qui est sa représentante. Donc vous voyez, c'est très large le collectif 32. Donc il y a le mouvement des républicains citoyens. Il est par là, je ne sais pas où il se cache par là. Il y a le Parti communiste, Parti de gauche, Parti radical de gauche, le Parti ouvrier indépendant, le Parti socialiste, l'association départementale des pupilles de l'enseignement public et le SNETAP, c'est un syndicat d'enseignants agricoles. Vous voyez que ce collectif est très très large, mais oui, est-ce que... Pour rajouter planning familial. Planning familial, oui, je veux bien, mais il y a eu des ratés dans les échanges, certains ont répondu aussi après l'impression des affiches,
C'est pour ça qu'il y a quelques ratés. Donc si vous voyez l'affiche d'ailleurs, on est 18, et là on est déjà 23-24. Donc j'espère que l'année prochaine on sera 30. Et ainsi de suite. Voilà, le but il est là. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter nos intervenants. Guy Agopian, qui est le président de l'association laïcité 2005, qui va faire un bref rappel de cette loi, et Sania Mima, excusez-moi si je écorche ton nom, membre de l'association Libre Marianne, qui va développer le laïcité, vivre ensemble, et sa présidente, Pianette Cardon, qui est par là, voilà. Mais je veux présenter. Oui, donc elle va vous dire deux mots sur son association. C'est une association toulousaine. Hein. Voilà. Donc on va laisser les orateurs ensuite, et ensuite la parole sera libre. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir chers amis. Alors je vais vous présenter les deux conférenciers. Je vais commencer par Sania Mimar, qui est membre de Libre Marianne, qui est une universitaire, qui est particulièrement, vous allez le voir, intéressée par la laïcité, puisqu'elle est née en Algérie et qu'elle a été face à des problèmes dont elle vous parlera. Alors, Libre Marianne est une association loi 1901 qui défend les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité et laïcité, mais qui défend aussi des valeurs comme le respect dû à tout être humain, aussi bien les femmes que les hommes. Donc nous avons tendance un petit peu à beaucoup travailler sur les droits des femmes, qui sont pas mal bafoués depuis des décennies, si ce n'est des siècles. Je vous présente aussi Guy Agopian, qui est président de Laïcité 2005. Alors cette association a été créée pour le centenaire de la loi de 1905. Et finalement, après avoir commémoré ce centenaire, nous avons décidé de continuer à travailler dans ce sens, parce qu'il ne faut jamais vivre sur ses acquis, et rien n'est jamais acquis. Hein, donc il faut, la laïcité est souvent bafouée, donc il faut rester toujours très vigilant. Alors je vais leur laisser la parole, et je vous remercie de votre attention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Michel Soriano vous a dit que j'allais traiter de l'historique de la loi de 1905. Je vais... C'est mieux? Je vais m'attacher non pas à traiter de l'historique de la loi de 1905, mais à traiter de l'historique et de la progression du concept de laïcité. La laïcité est un facteur prépondérant, indubitable, permettant à des individus de culture, de religion et d'origines différentes de pouvoir vivre ensemble. Elle désigne la séparation du civil et du religieux. Le principe de séparation des pouvoirs politiques et administratifs de l'État du pouvoir religieux en est une application. Elle fut et est toujours, avec liberté, égalité et fraternité, une référence fondatrice de ce qu'est la République française, une et indivisible, sociale, démocratique, étayée sur la référence à la rationalité issue des Lumières et à leur visée d'universalité humaniste. En 1902, donc, bien avant la promulgation de 1905, Ernest Lavis, directeur de l'école normale sup, membre de l'Académie française, auteur de l'Histoire de France, écrivait « Être laïque, c'est ne point consentir la soumission de la raison au dogme immuable, ni l'abdication de l'esprit humain devant l'incompréhensible. Être laïque, ce n'est pas vouloir violenter, ce n'est pas mépriser les consciences encore détenues dans le charme des vieilles croyances, c'est refuser aux religions qui passent le droit de gouverner l'humanité qui dure. » Ainsi, la laïcité se distingue de la notion de tolérance chère aux anglo-saxons qui, en les confondant, favorise le concept de communautarisme.
Elle n'est pas une option parmi d'autres, une croyance ou une idéologie qui s'opposerait sur le même plan aux pratiques spirituelles ou religieuses. Et elle ne se réduit pas à une lutte pour le pouvoir contre les églises et les clans. Le cadre restrictif de la tolérance est défini par Locke, qui fut le premier à avoir incité à séparer le politique du religieux et qui, dans sa lettre sur la tolérance de 1689, voulait bien admettre qu'on puisse ne pas croire en la puissance divine, mais qui cependant recommandait d'exclure les mécréants, car on ne pouvait, d'après lui, admettre dans une société des gens dont on ne pouvait pas croire en la parole. Pour Locke, les liens religieux formaient le fondement de toute société. Il était déjà apparemment question d'une forme de communautarisme. Pierre Bayle retourne à l'argument de Locke en affirmant que les incroyants doivent être admis parce qu'ils ne peuvent pas faire appel à une autorité transcendante, à un Dieu, et donc ils sont soumis directement à la loi. Quelques points de suspension, et peut-être, il ne le dit pas, mais c'est une interprétation, ils sont en quelque sorte plus obéissants que les autres. Pour Catherine Kinsler, la laïcité, ce n'est pas de faire coexister seulement des gens des communautés tels qu'ils existent, mais de faire coexister toutes les libertés pensables à un moment M. C'est ce qui fait, selon elle, de la laïcité un minimalisme dans la mesure où on peut penser en dehors de toute référence sacrée communautaire et même en dehors d'une référence à la sacralisation d'un lien social. Laïcité et tolérance sont en fait complémentaires. Il ne convient pas d'assimiler la laïcité comme une volonté d'emprise totalitaire, ni même une position anti-religieuse. Cela reviendrait à tomber dans un intégrisme laïque, lequel, au même titre que l'intégrisme religieux, confond espace public et espace privé, n'acceptant de ce fait la liberté d'opinion, de croyance ou de pensée qu'à titre privé et en limitant son expression. La laïcité est un état d'esprit, une éthique de vie, un principe d'organisation du vivre ensemble. L'état d'esprit est fondé sur le penser par soi-même. Depuis Aristote, l'homme, après l'impact d'une longue lignée de philosophes et de penseurs, affirme pouvoir penser par lui-même hors des références obligatoires du moment. Il dégage sa pensée de l'exclusive dogmatique, de l'obligation à la soumission, à une soumission à une quelconque vérité dite définitive, voire révélée. Ainsi, cette pensée laïque porte l'espérance en la rationalité, en le progrès, en l'émancipation par la connaissance, en l'intelligence et la sagesse des hommes éclairés. Mais la rationalité, la raison ne peuvent et ne doivent condamner la croyance si elles n'y sont point soumises. L'homme peut-il vivre sans croyance? Kant, dans sa critique de la raison pure, a écrit « La croyance qui consiste à tenir quelque chose pour vrai est un fait qui, dans notre entendement, peut reposer sur des principes objectifs, mais requiert aussi des clauses subjectives dans l'esprit de celui qui alors effectue le jugement. » Historiquement, les laïcs ont mis en opposition la raison et la croyance ou la foi. La raison permettant de chercher et quelquefois d'atteindre le savoir et de discerner ce qui est réel, tandis que la croyance ne procure qu'une assurance subjective dont le bien fondé est le plus souvent invérifiable, portant sur des objets à l'existence obscure ou douteuse. Volonté de l'esprit, ne pouvant en aucun cas être reçue comme universellement vraie, car on ne fait appel qu'au désir d'un individu particulier dans des circonstances particulières, la croyance serait par définition irrationnelle et fort souvent irraisonnable. Mais dès lors que l'on admet que croyance ou foi ne sont qu'un désir d'une volonté individuelle, on admet qu'elle puisse échapper à la raison et cependant s'exprimer. C'est là le domaine du libre arbitre, celui de la pensée laïque. De quel droit, au nom de la raison, peut-on traiter la croyance ou la foi par le mépris? Pourquoi depuis toujours les hommes ont-ils des croyances et pourquoi y tiennent-ils souvent comme ce qu'ils ont de plus précieux? Il serait tentant de répondre en assignant la croyance ou la foi au registre de la psychologie ou de la subjectivité affective. Les hommes ont besoin de croire en quelque chose pour se rassurer ou pour se forger des armes de domination. Mais cela ne reviendrait-il pas à mettre dans le même sac, sous le label de croyance, des attitudes et des pensées
fondamentalement différentes des acceptables? C'est donc dans les rapports entre les hommes que ces questions se posent. Ces rapports supposent toujours un dialogue, lequel ne peut être véritable que dans la pratique et le respect des exigences de la raison. Mais ces exigences à leur tour ne supposent-elles pas l'existence d'hommes libres qui transmettent leurs paroles, non seulement comme quelque chose à comprendre, mais aussi et peut-être comme quelque chose à croire, sans dogmatisme et dans le profond respect de l'altérité. Notre école laïque républicaine n'est-elle point le lieu privilégié, nécessaire, incontournable, où doit s'effectuer cette transmission? Tous les hommes ont en droit une même puissance de juger, et ils sont tous portés à croire. L'inertie du mental engendre une paresse qui peut engourdir l'intelligence. C'est sur ce principe que les religions assoient leur pouvoir sur les hommes. Il faut une singulière vivacité d'esprit, une continuelle curiosité intellectuelle pour que l'intelligence soit toujours en éveil. C'est la paresse intellectuelle qui favorisera toujours le conformisme des idées reçues et l'acceptation des dogmes. À notre époque de surmédiatisation plus que jamais. En effet, l'affaiblissement de l'esprit critique laisse le champ libre à la crédulité, attitude dans laquelle l'esprit avale des idées ou des informations sans examen, souvent de manière subliminale. La crédulité est une forme irrationnelle de pensée qui porte à croire plus ou moins n'importe quoi, à admettre sans justification, à transmettre sans filtre et à basculer dans la superstition et dans le fanatisme, sa forme exacerbée, mère de tous les dangers. Les croyances sont en droit comme en fait révisables pour autant que nous restons ouverts au dialogue et que nous conservons notre esprit critique. Il serait absurde d'imaginer que du côté des croyants, il n'y a uniquement que la foi aveugle et du côté des incroyants, uniquement que la science et la raison. Dans le monde humain, dans la société laïque, ne se rend compte que des plus ou moins croyants ont quelque chose. La laïcité permet cette rencontre, ce vivre ensemble en matérialisant deux sphères, l'espace public et l'espace privé. Dans l'espace privé, personnel, intime, celui de la liberté absolue de conscience, les droits de la foi, des croyances sont respectés. Leur légitimité est proclamée et leur influence heureuse pour ceux qui en ont besoin. Elle doit pouvoir s'exercer en toute liberté. Dans l'espace public, afin d'assurer la coexistence et non la conformité, chacun doit adopter un comportement responsable par conscience des périls des absolutismes et par nécessité d'intégrer les capacités d'écoute d'autrui. C'est par une distinction précise de ces deux domaines, espace ou sphère, que la laïcité et toute croyance religieuse peuvent coexister sans se nuire et qu'où pourra se résoudre le problème des rapports entre croyants, agnostiques et incroyants, tout simplement entre les hommes. La laïcité, comme le pensait Jean Jaurès, n'est ni une simple arme anti-religieuse, ni un principe de neutralité précautionneuse, elle va bien au-delà de la rencontre et le partage. La laïcité n'implique nullement l'uniformité. Elle est une ode à la singularité. Pour terminer, deux citations. Elisabeth Badinter. La laïcité est et demeure par principe une bataille comme le sont l'école publique, la République et la liberté elle-même. Leur survie nous impose à tous une discipline, des sacrifices et un peu de courage. Et sœur Emmanuelle, acharnons-nous pour que l'homme soit universellement respecté. Je vous remercie. Comme le rappelait tout à l'heure dans son intervention Guy Hagopian, la laïcité est un état d'esprit, une éthique de vie, un principe d'organisation du vivre ensemble. Et justement, je vais commencer mon propos par un témoignage personnel sur le vivre ensemble. Je suis née dans un pays où toutes les fêtes étaient célébrées ensemble. Hanouka, la fête des Lumières hébraïques, l'Aïd et Noël. Dans le quartier, dès qu'il y avait un événement particulier, mariage, circoncision ou décès, tous les voisins y participaient sans retenue.
Les portes n'étaient jamais fermées. Un voisin ou une voisine qui manquait de quelque chose, soit poussait la porte, soit envoyait un enfant chez les voisins. Un enfant à la maison appartenait à sa famille et était sous l'autorité familiale, mais dans la rue, il appartenait à toutes les familles. S'il faisait une bêtise, le premier adulte témoin le sermonnait et le renvoyait chez lui. Voilà ce que j'appelle vivre ensemble dans le respect de chacun, dans l'harmonie et dans la paix. Mais cette harmonie a été rompue le jour où le président de la République de l'époque a décidé d'arabiser les institutions et les écoles. Évidemment, ce pays n'avait pas suffisamment d'enseignants arabes et dut faire appel à d'autres pays arabes tels que la Syrie, l'Égypte et l'Arabie saoudite. Mais les professeurs saoudiens sont au bout de 6 mois repartis chez eux parce que nous étions trop laïcs pour eux et donc impies. Dès lors, nous avons vu la transformation progressive et profonde de notre belle Algérie. Pour arriver évidemment à arabiser l'Algérie, il fallait abroger quelques articles de la Constitution de 1963, après l'indépendance de l'Algérie évidemment. En 1963, l'article 4 disait « L'islam est la religion de l'État, la République garantit à chacun le respect de ses opinions, de ses croyances et le libre exercice des cultes. » Je dirais presque un pays laïque. L'article 5, la langue arabe est la langue officielle de l'État. Mais en 1976, pour arabiser l'Algérie, l'article 4 a été modifié et on n'a laissé que la première partie de la phrase « L'islam est la religion de l'État ». Il n'y a plus de référence au principe de laïcité. En ce qui concerne l'article 5, il a été rajouté « L'État œuvre à généraliser l'utilisation de la langue arabe comme langue nationale au plan officiel ». La modification de ces 2 articles a permis à la fois de se débarrasser des langues régionales, telles que le berbère et le kabyle, et surtout du principe de laïcité. Évidemment, ça a eu des conséquences dramatiques pour ce pays. À partir de 1985, ont débuté les attentats contre les démocrates et les laïcs. Et en 1989, a vraiment éclaté la guerre civile en Algérie, qui a fait 152 000 morts. Je pense qu'en France, vous avez tous pu suivre à travers les médias ce qui s'est passé pendant ces années noires de l'Algérie. Pour sortir de cette guerre civile, la Constitution a été une fois de plus modifiée en 1996. Il a été rajouté l'article 178 qui stipule « Toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte au caractère républicain de l'État, à l'ordre démocratique basé sur le multipartisme, à l'islam en tant que religion de l'État, à l'arabe comme langue nationale et officielle, aux libertés fondamentales, aux droits de l'homme et du citoyen, à l'intégrité et à l'unité du territoire national. » Sans faire référence à la laïcité, les points 1, 2 et 5 font référence à la citoyenneté et au caractère républicain de l'État.
Voilà un exemple concret qui illustre bien l'importance de la laïcité, qui garantit à chacun le droit de vivre en paix. Quand la digue est tombée, le voisin qui faisait auparavant partie de la famille est devenu l'ennemi à abattre, et c'est ce qui s'est passé en Algérie. Des exemples de ce type, il y en a malheureusement beaucoup dans le monde entier. Je n'en citerai que deux. La guerre civile au Liban a duré 15 ans, de 1975 à 1990. Elle a eu pour cause, d'une part, les relations difficiles avec la Syrie, d'autre part, le problème des réfugiés palestiniens, mais le plus important point est la revendication de la société libanaise de sortir du communautarisme sur le plan personnel et individuel et une recherche de la laïcité. En clair, les Libanais demandaient de ne plus être répertoriés en fonction de leur appartenance religieuse ou ethnique. Un simple incident entre les réfugiés palestiniens et un membre de la milice phalangiste de Pierre Gemayel dans une des banlieues de Beyrouth a mis le feu aux poudres entre chrétiens libanais nationalistes et les défenseurs d'un Liban arabe pro-palestinien, c'est-à-dire musulman. Plus près encore de chez nous, en Europe, la guerre entre Serbes orthodoxes, Croates catholiques et Bosniaques musulmans, sous fond de nationalisme en ex-Yougoslavie. Évidemment, le nettoyage ethnique dans cette région nous rappelle forcément la Shoah. Aucun peuple, aucun homme, aucune femme, aucun pays ne peut prétendre à l'égalité des droits et à la paix sans laïcité. Aucun. Et qu'en est-il en France? Le mariage pour tous est un vrai sujet de laïcité. Pourquoi? La première mesure laïque concrète en France fut la laïcisation de l'état civil en 1792, au moment même de la fondation de la République. Cette laïcisation instaurait le mariage civil avec la possibilité de divorcer pour les hommes. Le divorce fut interdit en 1816 avec la restauration de la monarchie et la Troisième République l'a rétablit à nouveau avec d'autres mesures de laïcisation telles que l'école publique laïque et gratuite. En fait, la naissance de la République a laïcisé les fonctions d'enregistrement des naissances, des mariages et des décès en les confiant non plus aux curés, mais aux maires. Ainsi, dans la fondation même de la laïcité, il existe une rupture avec la conception catholique de la famille, conçue comme un ordre naturel. Le mariage pour tous, cette expression, on le sait, désigne le droit au mariage entre personnes de même sexe. Les manifestations engendrées lors du débat à l'Assemblée nationale et au Sénat par les représentants des principales religions et surtout par les catholiques relevaient de la même veine qu'en 1792, où l'on parlait déjà de la déstabilisation de la société, de menaces contre la personne la plus faible, qui était la femme, d'une crise de la civilisation, d'un complot juif contre la France chrétienne et la protection de l'enfant. Pour une fois, le refus du mariage entre personnes du même sexe a fait l'unanimité parmi les autorités religieuses.
les représentants religieux se sont opposés, et c'est leur droit. Dans un État laïque, ils ont pu exprimer publiquement leur refus. Le mariage pour tous est un vrai sujet de laïcité, puisque l'expression des représentants religieux dans l'espace public n'a pas été contestée. Mais malgré les contestations, le législateur a été au bout de sa démarche et la loi a été promulguée, confirmée par le Conseil constitutionnel le 17 mai 2013. La proposition du candidat Hollande était explicite et le corps électoral n'a pas été pris par surprise, puisque les Français ont majoritairement voté la proposition 31 et stipulé le mariage homosexuel. Donner le droit au mariage aux homosexuels n'enlève rien aux hétérosexuels et n'oblige en rien un homosexuel. Cela n'enlève rien aux églises et autres religions, car elles sont séparées de l'État. Le mariage hétéro traditionnel et sa codification machiste ont été sacralisés par les trois religions monothéistes quand elles ont confondu les préjugés inspirés par un patriarcat d'un autre âge et la volonté supposée éternelle de leurs dieux respectifs. Le mérite de la laïcité est de délivrer la loi commune de la tutelle religieuse et d'en faire un principe d'émancipation individuelle et collective, tout en laissant chacun libre de choisir son mode d'accomplissement et de vie. Les religieux font ce qu'ils veulent et personne en France ne songe à les obliger à organiser une cérémonie religieuse célébrant le mariage de deux personnes du même sexe. L'évolution normale de la société a conduit à la suppression de la notion de chef de famille des livrets de mariage en 1983, la construction de formes relationnelles nouvelles comme le Pacs en 1999, la pénalisation de l'homophobie en 2001 et enfin l'avènement du mariage pour tous en 2013. Le seul endroit où la laïcité est aujourd'hui respectée en France est l'école. Plus précisément, les salles de classe, car à la cantine, il n'y a plus de laïcité qui tienne. Dans certaines écoles, les repas sont personnalisés en fonction des convictions religieuses de l'enfant. Ces derniers mois, certains parents d'élèves ont demandé la généralisation de la viande halal pour éviter aux enfants de se tromper ou de se laisser tenter. Dans la rue, on assiste à un vrai défilé dont le but est de montrer aux autres quelle religion on a choisi. Chacun affiche ses convictions, son problème, voire ses revendications religieuses, sans aucun problème. Et nous voyons afficher de manière ostentatoire voile, voire burqa, kippa, turban et chapelet. Au nom de la différence culturelle ou de la tolérance culturelle, on accepte ces entorses à la laïcité. Même si nous tous savons que le religieux relève du domaine privé, nous laissons quand même le religieux déborder sur la sphère publique. Parce qu'il est important de montrer que la France est ultra tolérante. Sauf qu'aujourd'hui, trop de tolérance tue la tolérance. Pouvons-nous vivre encore ensemble si dans certains quartiers, une femme non voilée
où un homme avec une kippa sont agressés. À l'occasion d'une conférence sur les droits de l'homme, un jeune pose la question suivante. Puisque la religion interdit l'homosexualité, pourquoi les homosexuels ne sont pas condamnés à mort? Ça s'est passé en France il y a 3 semaines. Comment pouvons-nous vivre ensemble quand les cours d'histoire, de sciences de la vie sont aujourd'hui remis en cause par des collégiens et des lycéens qui parfois même osent quitter la salle de cours? Il faut revenir absolument à l'application de la loi de manière stricte. Aujourd'hui, soit nous réapprenons à vivre ensemble par le respect de la laïcité, soit nous allons vers l'affrontement. Je vous remercie. Si à l'assistance, des gens veulent poser des questions, quand j'ai entendu le début du propos de Mme Mimar, je me dis l'Algérie, le problème de l'Algérie, pourquoi en France? Et puis, j'ai compris qu'il y avait pareil, de très proche de la France, la montée du racisme, la montée des idées extrémistes, fait que peut-être, si nous n'y prenons pas garde, demain, ce sera chez nous.